génial, c'est fabuleux. Et elle les fait pleurer tous le soir ici. Allez, et Loïc Salah, le jour, il est là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. Victoire de la fenêtre en face et visiter ton paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. Accusé à tort, il rôdait désormais du côté du Dakota, un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Tout le monde d'accueillir, s'il vous plaît, le rebelle, Vikash Dorasso. Vous avez vu la photo montage ou pas? Ouais, j'ai vu. Ah oui, ah. Mais bien sûr. C'est génial. Ah, celle-là, on te la met de côté et la tout. garderai. Mais elle est sexy avec les cheveux longs, c'est pas mal. Vous avez les cheveux très longs il n'y a pas longtemps là. C'était pas loin de ça là. Ouais, c'est à la mode là, le cheveu long revient là. Ouais, Ouais. le gars. Ça vous va mieux que l'intellectuel, le rebelle? Oui, bah je suis ni rebelle ni intellectuel. En tout cas, si je suis intellectuel, c'est pas sympa pour les intellectuels et pas sympa pour les footballeurs. Bon, Vikash, vous êtes né le 10 octobre 1973 à Harfleur, en Seine-Maritime, et vos parents viennent de l'île Maurice. On a fait une petite carte, hein, voilà. Vous avez cette photo? Ouais, ben on a fouillé. En 1970, votre papa débarque tout seul en France pour devenir tuyauteur sur les chantiers navals du Havre. Votre maman, elle le rejoint un an plus tard, et elle sera cuisinière dans les cantines scolaires. Vous grandissez du coup dans le quartier de Cocrioville, une cité HLM du Havre. On sort tous les dos, hein. Bon, je suis très fier de toutes ces photos. Mais bien sûr, c'est trop mignon, voilà. Et un jour, vous commencez à jouer au foot parce qu'en rentrant de l'école, votre copain de l'époque vous dit de venir jouer avec lui et d'autres camarades car ça vous rendra content. Est-ce que ça vous rend content? Est-ce que ça vous a rendu content de jouer au football? Vous avez trouvé ça? Parce que très peu de gens connaissent cette Fouille. histoire. Fouille. Ça me rend content, oui, parce qu'en fait, le foot, c'est du lien social, c'est être avec les autres, qu'on y joue, qu'on le regarde. Et en fait, quand il m'a dit « viens jouer avec nous », c'était « viens être avec nous ». Et donc, j'y suis allé, évidemment, faire la passe à quelqu'un et en plus de marquer un but parfois, ça rend super heureux. Ouais. Vous pensiez pouvoir devenir pro déjà à cet âge-là? Non, pas à cet âge-là, un peu mais plus très tard vite, j'ai été meilleur que les autres. Et très vite, dans une ville comme Le Havre, quand on fait des tournois, quand on gagne des tournois, il y a des prix, meilleurs joueurs, meilleurs buteurs. Et très vite, j'ai gagné pratiquement tout le temps. Donc, évidemment, ça a donné beaucoup d'espoir au club aussi, de miser sur moi. Ouais. Bon, il y a une anecdote pas très cool qui a hérissé les poils de la nouvelle maman que je suis. Ouais. Vous aviez un entraîneur pas très cool. Ouais, c'était à cette période... on balance direct, quoi. Ouais, donc, il tapait vos copains? Ouais, j'ai raconté cette histoire sur France Culture pour un truc, les pieds sur terre. Et c'était une histoire qui était importante parce que à quel moment, je ne sais pas trop si j'aime ce gars ou si je ne l'aime pas. En tout cas, je l'ai croisé. Et évidemment, il y en a d'autres qui ont croisé des mecs qui ont été importants, qui ne les ont pas frappés ou qui n'ont pas tapé leurs copains et qui sont devenus des joueurs de foot ou des artistes ou des... Voilà. Moi, j'ai croisé ce gars-là et il fait partie de ma vie. Alors, est-ce que c'était bien ou pas bien? En tout cas, je lui en veux, oui. Il disait à mes copains de me porter avant les matchs pour pas que je me fatigue. Alors l'autre fois, j'ai appelé un pote, il me dit, te rends compte, on te portait avant les matchs, espèce d'enfoiré. Ah, vous avez gardé des contacts avec ouais, avec Nabil, qui était mon grand pote. J'en croise beaucoup quand je vais au Havre, ouais. C'est bien. Il y a 10 ans, donc du coup, vous rejoignez le Havre, la grande équipe, le Havre AC. À 15 ans, vous signez un contrat d'apprenti avec ce club normand. Mais vous n'étiez pas comme les autres. Parce que vous séchiez les cours pour aller... non, vous séchiez le foot pour aller au lycée. Comment vous savez tout ça, là? Je travaille mes interviews. D'accord. Oui, je voulais aller à l'école, j'aimais l'école, moi. Alors, vous aimiez les études ou vous aimiez traîner avec les copains au lycée? Les deux. Après, quand je suis allé à la fac, ce que j'aimais, c'était aller jouer aux dames et aux échecs avec mes copains dans les foyers africains. Vous jouez aux dames et aux échecs. Ouais, c'est pas banal, quoi. Plutôt les dames, moi, je préfère. C'est vrai? J'aurais dû organiser un défi dames. Je serais plus capable aujourd'hui. Mais... Il y a une bataille de prévue après. Pour de vrai. Bataille, il n'y a pas de stratégie à la bataille. Ah bah, ça m'intéresse pas. Moi, et de la thune en jeu?
Quoi? Il y a de la thune. Je sais pas, faut qu'on trouve quelque chose. T'as pas d'yeux? D'accord. Enfin, tant mieux. Pauvre Bertrand et poète. En tout cas, vous avez eu donc votre bac. Alors, vous n'aimez pas qu'on vous présente comme un intellectuel, vous l'avez dit tout à l'heure du football, mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement, qui poursuivent leurs études, ou en tout cas qui se donnent les moyens, ou qui n'ont peut-être pas les moyens aussi, de concilier les deux en même temps. Et vous avez poussé même plus loin parce que vous êtes allé à la fac, en fac d'éco. Mais à aucun moment je suis mieux ou moins bien qu'un autre. Je viens juste d'une autre époque, l'époque des années 70. Et ma formation, je l'ai faite dans les années 80, où j'avais un club dans ma ville. Ce qui a fait que j'ai pu m'entraîner et aller à l'école au même endroit, rentrer tous les soirs chez moi, aller au lycée, croiser mes copains, des filles, draguer, sortir, et en même temps m'entraîner et être avec ma famille et mes amis. Donc c'est rare. Et c'est ce qui fait un autre adolescent et un autre adulte. Mais vous n'avez pas été séparé de vos parents. Voilà, je veux dire, Ben Arfa, à 13 ans, il se retrouve à Pétaouchnok, il a laissé ses amis, sa famille, après il signe à Lyon, il est une star, il est tout jeune. Voilà, évidemment, on ne peut pas être un adulte comme les autres quand on vit cette vie. Et moi, je les aime, les footballeurs, et je les défendrai toujours, et je défendrai toujours les footballeurs que sont Bernaffa, Benzema, etc. Si le foot n'avait pas marché, vous auriez fait quel métier du coup? J'aimais les maths, alors j'aurais fait des études J'étais en sciences éco, j'aurais continué. Pas de métier en tête en particulier? Non, j'ai jamais imaginé, à partir du moment où j'ai eu mon bac, puisque mes sœurs m'ont imposé d'avoir le bac, j'ai pu me lancer à fond dans le foot sans penser à l'échec, en me disant que de toute façon, maintenant j'avais mon bac, je pourrais reprendre quelque chose. Bon, au Havre, vous rencontrez aussi votre femme, oui. Émilie. Alors Émilie, sa sœur, c'est une artiste plasticienne qui est très réputée en France pour son travail. Elles vous ont ouvert à l'art contemporain et révélé l'artiste qui est en vous, c'est Pauline Frondevillain. Non, c'est faux. J'y connais rien à l'art et je ne vais pas me bluffer et mentir. Par contre, évidemment, avec elle, bah oui, je suis allé voir des expos, je suis allé, j'allais à la FIAC, j'ai rencontré aussi, par exemple, Ernest Pignon-Ernest, qui est un artiste contemporain incroyable. Je précise que c'est une photomontage. Encore, j'adore, mais vous allez Oui. me la donner aussi. Mais en tout cas, non, c'est faux. C'est comme quand j'étais à Lyon, j'allais à l'opéra parce qu'on avait pris un abonnement et puis je partais à la mi-temps parce que ça me faisait chier, quoi. C'était trop long. À la mi-temps de l'opéra? Ouais, à l'entracte, quoi. C'est drôle. Bon, en tout cas, peut-être qu'elle a initié ce petit truc chez vous, Émilie, et puis sa sœur, parce qu'après le Mondial 2006, vous êtes reçue à l'Élysée par Jacques Chirac. Vous venez avec votre femme et donc cette fameuse caméra Super 8. Alors, elle est importante, cette caméra. Oui. Eh oui, elle est importante parce que ça donnera le film de Substitute. Ouais. C'est avec celle-ci que vous avez filmé. Ouais, c'est une caméra Super 8, une Bauer. Ouais. Qui retrace votre quotidien durant ce fameux Mondial 2006, qui a vu la fin de Zizou sur un coup de tête. Ouais. À quel moment vous avez décidé de filmer? J'ai jamais décidé. En fait, c'est Fred Poulet, qui est un artiste, qui est à l'époque quelqu'un que je commence à connaître, qui me dit tiens, j'ai quelque chose en tête, tu prends une caméra Super 8, tu te filmes à bout de bras. Au départ, c'était ça la consigne. Moi, je me filmerai de mon côté. La caméra Super 8 ne prend pas de son, donc j'avais aussi un Agra, un enregistreur, et on s'enregistre aussi quand on se voyait et quand on se parlait au téléphone. Il a fait un montage qui a donné un film. C'est son film, j'ai réalisé les images et du son, mais c'est lui qui a monté et qui a fait le film. Bon, ça fait une petite polémique du coup, après coup, au sein des Bleus. Certains joueurs, et Raymond Domenech, ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de ce que vous étiez en train de faire. En même temps, elle n'était pas petite, votre caméra. Vous la sortiez comme ça Non, jamais, en fait. Donc, j'ai demandé très vite à Domenech, je lui ai dit, il y a les questions de droit, est-ce que j'ai le droit? Puis, il m'a dit, bah, OK, tu me l'as dit, maintenant. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'allais pas les filmer, que je me filmais moi, dans ma chambre, les couloirs d'hôtel. Je racontais l'ennui, la préparation d'un match. Et en fait, ce que j'ai filmé, tous les autres auraient pu le filmer. Ce que j'ai dit, je pense que beaucoup d'autres auraient pu le dire, notamment ceux qui jouaient pas. C'est ce qu'ils font même aujourd'hui, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, en DV, en plus, notamment, on peut filmer et puis laisser à volonté. Moi, il n'y a aucune image qui sont prises à l'insu de quelqu'un. Il n'y a pas de son non plus. Et donc, à aucun moment, j'ai eu besoin de demander des droits puisqu'ils n'apparaissaient pas dans le film. Finalement, vous êtes une sorte de précurseur. Plutôt à l'envers. Parce que ça, c'est plutôt les caméras de vacances avec nos parents au bord de la plage dans les années 70. Mais ça fait de très belles images, en tout cas. Ouais. Finalement, vous n'avez juste pas eu de bol. Oui, j'ai été regardée, du coup. Parce que je ne l'avais pas vu avant. C'est vous? Oui, c'est moi. Non, il y a beaucoup de monde qui l'ont regardé. C'est gentil. Bon, vous n'avez pas eu de bol parce que si la France avait gagné cette finale face à l'Italie, votre film, ça aurait été le remake des Yeux dans les Bleus. On est d'accord? Je pense pas, non. Par exemple, le coup de boule de Zizou, je ne l'ai pas filmé, évidemment. On l'a vu le lendemain, nous, pratiquement. On ne l'a même pas vu en direct. Ouais. Alors,
Ouais, là, c'était une belle histoire. J'aurais bien voulu gagner cette Coupe du Monde et être champion du monde. Ouais. Même en tant dommage. que remplaçant. Bah, évidemment, puis j'avais joué 2 fois et c'était suffisant à mon bonheur, quoi. Je veux dire, je suis pas Maradona, moi, je suis Vicage Dorasso, je viens de Cocrioville et je me retrouve en finale de Coupe du Monde, ça va, quoi. C'est pas mal, quoi. Je suis assez Et vos fier. souvenirs sont quoi? Ce sont ceux d'un réalisateur, pour le coup, enfin d'un Cette, cadreur ou Cette ou d'un footballeur? caméra ne m'a jamais empêché de m'entraîner, de me préparer. Évidemment, C'est plus dans vos souvenirs. à un moment, elle m'a même carrément aidé. Mais après le Mexique, ça a été dur et c'est un moment qui peut-être m'a fait basculer et où j'étais moins footballeur. Et voilà, ça a été très dur de pas être bon contre le Mexique. D'ailleurs, sans ce projet, vous avez dit que vous auriez stoppé votre carrière après ce 9 juillet de 2006, parce que ça vous a aidé à mieux vivre votre statut. Ouais, mais évidemment, ouais, mais j'ai quand même stoppé ma carrière peu de temps après, en fait, finalement. C'est vrai. Ça a été assez C'est vrai. vite. Pour une autre histoire, on va en parler dans quelques Voilà. instants. Vous avez tourné un autre film, parce qu'on parle toujours de Vicage Dorasso, The Artist, sur la lutte, un court-métrage qui s'appelle À l'arraché. Alors, pour résumer ça de façon très triviale, c'est l'histoire d'un mec au chômage qui fait de la lutte. C'est ça faisait partie d'une série, la série de Canal, les appels à scénar sur le thème, c'était la crise. Et donc il y avait un metteur en scène qui m'avait choisi comme parmi les artistes qui étaient présents. Et donc moi j'étais un chômeur qui faisait de la lutte, donc c'était un rapport qui était plutôt assez intéressant. Et j'ai fait ce film-là. Alors ils ont coupé toutes les scènes où je parlais parce que j'étais tellement mauvais acteur. Ils ont évité de me faire lire un texte. Bon, en août 2016, vous vous mettez au banc de l'équipe de France et vous prenez votre retraite internationale. Pourtant, au départ, ce monsieur Raymond Domenech, c'était votre gars sûr. Ouais. En tout cas, il croyait beaucoup en vous. C'est lui qui vous a appelé chez les Espoirs en 1994. Et dès votre deuxième saison, je crois, en division avec Le Havre, je crois que vous êtes réconciliés de toute façon depuis... Ah non, mais il a toujours été, il sera toujours quelqu'un de très important. Un jour, il m'a pris à la place de Johan Miko, qui est un super joueur. C'est-à-dire, il a choisi un gars par rapport à un autre gars. On est à peu près du même niveau, comme d'autres gars, comme Dacour, comme Julie, voilà. Et lui, il me choisit moi, en espoir, puis après avec Léa. Et quand je repense, et on en a parlé, pourquoi j'ai pas joué, il a forcément raison, voilà. Aucun entraîneur se prive d'un joueur qui peut le faire gagner. En tout cas, ça va, vous n'en avez pas trop voulu de lui avoir porté la poisse. Je lui ai porté la poisse. Ah ouais, juste avant le mondial sud-africain. Domenech mérite de faire une sale Coupe du Monde. Ah, mais c'est une prémonition, le truc, quoi. J'avais dit ça, moi? Eh ouais, juste avant. En fait, c'était quand il avait sorti sa liste des 30 au lieu des 23. Ah, Donc, d'accord, réaction, ok. et là, la phrase, elle prend un écho. Oui, elle est ressortie du contexte, évidemment. Ah, bien comme sûr, disent tous évidemment. les footballeurs après avoir dit une connerie. oui, parce que je suis complètement Mais je objective. trouve que, je veux dire, il reproduisait à l'époque ce qu'avait fait Jacquet. Et j'avais trouvé ça très dur. Jacquet avait tué certains joueurs, comme je pense à Ibouba, par exemple, qui était attendu. Et le fait de ne pas être pris, ça l'avait beaucoup marqué. Et je pense que être dans cette liste et ne pas être retenu, je veux dire, on tue un joueur. Ouais, Il a été joueur. Et de le faire ça, je lui en avais voulu, ouais, évidemment. Bon, on va revenir à votre carrière de footballeur. Lors de la saison 1987-1988, vous êtes élu meilleur joueur de D1 et du coup, vous tapez dans l'œil de ce monsieur, Jean-Michel Aulas. Trop Thug Life, le gars. C'est son Twitter, ça. Ah, ça, c'est sa vraie photo de profil. Il n'y a pas de photomontage là-dessus. Vous allez cartonner à l'OL, ce qui va tout droit, du coup, vous mener en équipe de France. Votre première session, Mikash, elle va venir après la Coupe du Monde, le 27 mars 1999, face à l'Ukraine. Et c'est Roger Lemaire qui vous appelle, l'occasion d'arborer forcément cette belle étoile. Ça, c'est magnifique d'avoir un maillot. Vous l'avez gardé, votre premier maillot J'espère, oui. Ma mère a gardé beaucoup de maillots, ouais. Ouais. Je pense l'avoir. Vous étiez fier quand il vous a appelé? Ouais, j'étais super fier, je m'y attendais pas du tout. C'était le lendemain de Lyon-Bologne en Coupe d'Europe. Et tous les mecs qui jouent avec moi, là, ils jouent la Coupe des Champions et moi, je joue la Coupe de l'UEFA. Donc, un petit niveau en dessous. Je joue à Lyon, ils jouent tous dans les plus grands clubs. Donc, évidemment, j'étais très fier. Ça a été dur, voilà, le niveau était très élevé, était peut-être trop élevé à l'époque pour moi. Mauricien d'origine indienne, Ouais. j'imagine que vos parents, pour eux, c'était juste quelque chose d'extraordinaire, une sorte finalement d'accomplissement. Ils n'étaient pas venus pour ça, ils étaient venus en tout cas pour qu'on ait mieux qu'ailleurs, et notamment à l'île Maurice. Et puis oui, ils étaient ultra fiers, quoi. Sans les parents, un footballeur, un jeune joueur en formation ne peut pas y arriver. Il faut qu'il y ait la famille derrière. Il faut qu'on nous pousse et il faut qu'on soit avec nous. Voilà. Mes parents ont toujours été derrière moi, mes frères et sœurs aussi. Et sans eux, évidemment, je n'aurais pas été un joueur professionnel. 2001, après un titre en Coupe de la Ligue, Lyon vous prête à Bordeaux.
De toute façon, ils étaient plus très très sympas à ce moment-là. Je crois que vous étiez un peu en délicatesse avec Grégory Coupé, qui vous aimait pas trop, qui avait décidé de plus vous parler. Ça se passait pas top non plus avec Jacques Santini, qui d'ailleurs vous appellera jamais en équipe de France à partir du moment où voilà, il a pris en main la sélection. C'était quoi le souci avec Jacques Santini? C'est beaucoup de choses. Je pense qu'évidemment, je suis autant Problème responsable que lui. Ouais, c'est... Jacques Santini il fait des choix, on n'est pas content, on n'aime pas être sur le banc, le footballeur n'aime pas être sur le banc de touche, voilà, c'est simple. Et moi, je ne comprenais pas, il avait été directeur sportif, donc c'est lui qui m'avait prolongé mon contrat, il connaissait mon contrat, mon salaire, et à l'arrivée, ce qu'il avait dit, il ne le faisait pas, mais évidemment, moi non plus, je n'étais pas aussi performant que ce qu'il attendait. Mais c'est marrant aussi, parce qu'on est des enfants, on est tous des gamins jusqu'à lui, et puis on se recroise après la carrière, et on s'embrasse tous. Comme si ça n'avait pas existé, ces querelles, parce qu'à un moment, il était mon entraîneur, il ne me serrait pas la main quand même. Et on se recroise après, c'est fini, ça n'existe pas. C'est quand même plutôt assez chouette. De toute façon, vous gagnez une Coupe de la Ligue avec Bordeaux et vous repartez à l'OL un an de plus. Paul Le Guen remplace donc Jacques Santini et vous décrochez 2 titres de champion de France. L'Italie vous fait à son tour les yeux doux et en 2004, petite virée en Italie, vous partez rejoindre le Grand Milan AC de Carlo Ancelotti. Alors j'imagine, vous en parliez plus ou moins tout à l'heure, mais on vous appelle. Vous n'hésitez pas une seule seconde, quoi. Mon agent m'a appelé, je devais signer. C'était le lendemain de Porto-Lyon. Nous, on avait perdu. Et eux, ils avaient joué à la Coruña. Et ils avaient été éliminés en ayant mené 4-1 là-bas. Et ils perdent 4-0 là-bas. Donc juste, mon agent, il m'appelle et il me dit « Ouais, je ne peux pas les appeler. C'est la défaite de l'histoire du Milan AC. » Et puis, un quart d'heure plus tard, il m'appelle. Il me dit « En fait, Galliani vient de m'appeler. Tu vas lundi faire la visite médicale. Donc, tu prends le temps qu'il te faut. » Et je lui dis, mais je prends pas le temps qu'il faut pour réfléchir, j'y vais quoi. Même si c'est pour aller en cuisine, faire des cheese naan si tu veux, j'y vais. Il n'y a aucun problème quoi. Bon, une aventure d'1 an, mais du coup, quelle aventure? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? La Champions League, ouais, quel match. Ouais, le 25 mai 2005, finale de la C1. Alors que le Milan AC mène 3-0 à la pause, Liverpool va égaliser et s'imposer au final au tir au but. Un traumatisme pour vous? Non, un grand moment de ma vie. Autant la finale de la Coupe du Monde, je voudrais la gagner. Autant la finale de la Coupe des Champions, je voudrais pas la refaire. Je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu, cette grande défaite. Et ce qui s'est passé dans le vestiaire aussi, les moments avec ces grands champions qui avaient tout gagné et qui pleuraient dans le vestiaire. Voilà. Et vous étiez sur le banc ce soir-là? J'étais sur le banc, à la mi-temps, je vais m'échauffer. Et après, ça change, le scénario change. Et là, il me demande de me rasseoir et je rentre plus. C'est le truc dans le football, ça c'est un truc qui vous a peut-être un peu marqué. C'est ce côté broyeur aussi, de laisser un homme sur le banc, voire de le mettre en tribune parfois. Ouais, j'ai vécu ça beaucoup au Milan, très peu dans ma carrière, j'ai beaucoup joué. Et au Milan, j'étais pas un joueur majeur, j'étais un joueur d'appoint. Pour le joueur que je suis, j'ai assez joué pour avoir été... j'ai été heureux à Milan, je jouais suffisamment, j'étais content et j'ai vu quelque chose de fabuleux, voilà, avec des grands champions, des grands joueurs. Il y a un autre soir qui a dû vous marquer, c'est ce soir de juin 2006, c'est la finale de la Coupe de France. Alors du coup, comme on n'a pas les droits, maintenant on s'amuse à faire un truc, en fait on fait image par image, bim bim, voilà, comme ça, après ça refait le but. Voilà. Donc finale de la Coupe de France. Je l'ai suffisamment vu. Bon, allez sur YouTube, il y est les gars, voilà. Donc entre l'OM et le PSG, que vous avez rejoint du coup en 2005, et vous marquez une superbe frappe de 25 mètres. Moi j'y étais, j'étais contente. Non, c'est vrai, c'était inattendu. Fabien Barthez est battu. Un grand souvenir pour vous? Ouais, un grand souvenir parce que déjà j'ai fait une mauvaise saison avec Paris, c'était une saison très dure. Et finalement, je marque ce but. D'ailleurs, je souris là, alors que sur le moment, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai un peu la haine aussi en même temps. C'est un peu règlement de compte. Ça me fait penser aussi à Dugarry ou Nasri. Voilà, c'est un peu dire à Lacombe ou aux supporters, voilà, j'ai quand même marqué ce but-là. J'ai pu faire ça. Avec le Paris Saint-Germain, vous avez donc retrouvé l'équipe de France et Raymond Domenech, qui vous fait participer, on en a parlé, à la campagne qualif, plus la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Ça reste malgré tout un bon souvenir, cette époque-là? Évidemment, ouais. Tout est avec le recul, tout est des beaux souvenirs. Ce que j'ai vécu, beaucoup de joueurs le vivent. Je veux dire, on est dans une équipe, on est titulaire, on ne l'est plus, on change de club, on a un conflit avec... C'est quoi votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, le titre avec Lyon, je pense, le premier titre avec à Montpellier. On se rend compte qu'à la mi-temps, il ne faut plus jouer, on fait 1-1, Monaco est en train de perdre.
on garde le score, on est champion. Puis à la fin du match, je tombe dans les bras de Djila Diarra, Mamadou Diarra, qui a joué au Real Madrid après. Et on est les seuls sur le terrain à ne pas être champion. Et c'est la une de l'équipe du lendemain. Donc j'ai cette une chez moi qu'un copain m'avait offert. Bon, en septembre 2006, vous parlez de l'équipe, une série d'entretiens au journal L'Équipe. Le 26, vous êtes mis à pied. Le 2 octobre, vous êtes convoqué par votre direction, puis viré le 11 octobre. Le PSG parle alors de manquement à son obligation de réserve, à votre obligation de réserve et à votre devoir de loyauté, ainsi que d'actes d'insubordination, de désobéissance, une attitude de provocation permanente. Alors les gars, c'est un peu mon attitude au quotidien. Mais voilà, soyez sympas. Vous pensez que... Ouais, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ah, vous regrettez? Oui, l'interview est mauvais. Il aurait pu être le même en étant tourné bien mieux. Voilà, il est raté. J'ai été agressif. Il y a même des choses qui étaient limite pas vraiment vraies. Enfin voilà, c'était pas un bel interview. Mais évidemment, ils ont perdu ensuite puisque j'ai été payé. Parce qu'ils savaient que c'était abusif, leur licenciement. Mais vous pensez que voilà. vous auriez fait ça, par exemple, sur Periscope, ça serait passé? C'est juste la différence, c'est que j'ai, à l'époque, 33 ans, j'ai un contrat qui se termine, et donc ma valeur n'est plus la même. C'est-à-dire, si j'ai 25 ans, je suis international français, j'ai 3 ans de contrat avec un énorme salaire, je veux dire, je ne me fais pas virer, hein, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que si vous aviez été un footballeur lambda et que vous auriez parlé des 3 points et l'importance c'est collectif... C'est ce que j'ai fait toute ma carrière, à vrai dire. J'ai juste mis un peu les formes avec un peu de quelques sourires. Et on pensait que je disais autre chose, mais je disais exactement la même chose. Et la seule fois où j'ai dérapé, finalement, j'ai été viré. Voilà, comme quoi. Hein. Mais c'est bien, vous avez l'air d'avoir gagné, en tout cas, en recul. J'avais déjà le recul sur ce moment-là, mais j'avais l'impression d'avoir raison tout le temps. Puisque je suis un joueur de foot. On ne peut pas être un joueur de foot si on n'est pas le meilleur et on n'a pas raison tout le temps. C'est l'heure, oui, de jouer à Qui veut gagner des millions. Ça te rappelle quelque chose? Ah ouais, mais j'avais bien compris. Attention, tu as le droit au 50-50, ou bien l'appel à un ami, ou le public. Voilà, vous pouvez participer, les gars. Et la fille. Quel joueur a un jour insulté son sélectionneur de sac à bip? Cantona. Tout à fait, bravo. Quel joueur s'est un jour battu à l'entraînement avec Roberto Mancini? Donc Mario Balotelli, Yaya Touré, Zabaleta, Walter Samuel. Bravo. Alors tu auras compris, c'est une spéciale rebelle. Oui, bien sûr, mais... Normalement, ça s'affiche, mais comme vous pouvez lui balancer en face qu'il voit les réponses quand même. Voilà, les différents trucs. Quel joueur a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour défendre la cause de l'Algérie indépendante? Moustapha Daleb, Rabah Madjer, Rachid Mekloufi, Damad Defnoun. Le troisième. Rachid Mekloufi? Ouais. C'est exact. Bravo. Mais tu triches? Non. Mais non, j'ai l'aide du public, mais en l'usé. Patrice, qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est un mauvais exemple pour les enfants, voyons. Non, mais je lui ai dit, je l'ai pas lu sur tes fiches. D'accord. Ah non, non. Quel joueur a renversé le bureau de son président, Jean-Claude Dacier, avant de partir pour un autre club? Robert Pires, Steve Mandanda, Atem Ben Arfa, Dimitri Payet. Le troisième, c'est qui? Atem Ben Arfa? Atem. Ouais. Non, j'ai pas besoin. J'avais pas besoin. Là. Sur les 4, le seul qui est rebelle, c'est Atem. J'avais oublié de cette histoire, c'est fou. Ah, Robert Pires, ça m'aurait fait rire. Roberto va pas faire mal à une mouche. Il s'énerve, quoi. Ah là, j'ai jamais vu énervé d'ailleurs. Quel joueur a été viré de sa sélection nationale en pleine Coupe du Monde? Roberto Baggio, Samuel Eto'o, Nicolas Nelka, Patrice Evra. Bah, Nicolas Nelka. Ouais, tout à fait. Et pour le moment, c'est un 6 sur 6, là. Non, c'est un 5 sur 5. J'ai une demi-faute. Incroyable. Qui s'est battu à l'entraînement avec son coéquipier Ousmane Dabo pour un petit désaccord? Joey Barton. Oh, bravo. J'ai même pas besoin de te mettre les trucs. Allez, encore une question. De toute façon, c'est une victoire cuisante, c'est incroyable. Quel rebelle s'est un peu trop rapproché des femmes de certains coéquipiers? Ruth Van Nistelrooy, Joey Cole, John Terry, Michael Carrick. John Terry. Mais bien sûr, bravo! $1 million. Eh ouais, le million.